Paul Midi, bonjour et bienvenue. Bonjour. Député Renaissance de l'Essonne. Le collectif des soulèvements de la terre est engagé dans un processus de dissolution. C'est le ministre de l'Intérieur qui a déclenché cela. Hier, il y a eu des manifestations de soutien. On a vu Europe Écologie Les Verts porter plainte contre cette dissolution. Comment réagissez-vous ? Moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle que le gouvernement ait dissous les soulèvements de la terre hier en Conseil des ministres. Vous savez, c'était le regroupement d'un certain nombre de militants et d'activistes extrêmement violents qui sont illustrés à deux occasions dont tout le monde a vu les images. C'est Sainte-Soline avec des scènes de guerre, des gens qui étaient venus combattre avec des haches, avec des cocktails Molotov, avec des mortiers. Et c'est il y a quelques jours en Savoie contre le TGV Lyon-Turin. Avec le soutien des Verts aujourd'hui, c'est-à-dire que cette ultra-violence, c'est là une sorte de caution politique quelque part. Oui, et c'est ça qui est absolument inacceptable. Alors c'est souvent avec le soutien d'ailleurs pour ce type d'action violente de la France insoumise et de l'extrême gauche, soyons clairs. Et ça c'est vraiment inacceptable. Pourquoi ? Parce qu'on est en démocratie, que chacun peut exprimer sa voix, dire ce qu'il pense et dire éventuellement tout le mal qu'il pense du gouvernement à longueur de journée. On a les réseaux sociaux qui peuvent faire des caisses de résonance. Vous avez quelque chose à dire d'intelligent, vous faites une vidéo, vous pouvez faire des millions de vues. Et en plus, chacun a un bulletin de vote. C'est ça la démocratie. Donc en démocratie, la violence pour exprimer son opinion, elle est parfaitement inacceptable et il faut qu'on se batte contre tous ceux qui, dans la société civile, ou pire, dans la vie politique, les responsables politiques soutiennent des actions qui peuvent être violentes. Mais à Notre-Dame-des-Landes, on a cédé devant l'occupation, alors qu'il y avait eu des votes, il y avait même eu un référendum local. C'est là qu'on a commis une erreur de faiblesse. Alors c'est une décision qui a été prise. Après, est-ce que on peut de cette décision faire un lien avec les actions qu'on voit aujourd'hui violentes ? Je crois que c'est pas lié. Ces actions violentes, elles existent depuis un moment, elles montent en puissance. Pourquoi ? Parce qu'il y a des responsables politiques à l'extrême gauche, notamment, parfois ça peut être à l'extrême droite, qui soutiennent ces actions violentes, qui les justifient et qui considèrent qu'elles sont normales. Quand on a la France insoumise qui pousse à la désobéissance civile, c'est ça le résultat et c'est très mauvais pour notre démocratie. Autre fait d'armes des soulèvements de la terre, récemment, ils ont détruit des plantations expérimentales près de Nantes. Vous qui êtes polytechnicien, scientifique, vous vous inquiétez de cette écologie anti-progrès ? Oui, bien sûr. Moi, je suis totalement pour le progrès. C'est grâce au progrès qu'on va réussir à faire la transition écologique. Le GIEC le dit, pour aller au zéro carbone à 2050, qui est évidemment notre objectif, il nous manque à peu près la moitié des technologies et des innovations pour le faire et pour le réussir. Donc, c'est par la science qu'on va réussir à faire la transition écologique et le zéro carbone. Donc, tous ceux qui, pour des raisons, je pense, qui sont pas du tout de transition écologique, mais peut-être de peur, parce que parfois la technologie, elle fait peur, veulent aller détruire ceux qui innovent, pareil, c'est pas acceptable et il faut évidemment le combattre. La transition écologique nécessite aussi beaucoup d'investissements. Aujourd'hui et demain, le président Macron réunit un sommet pour un choc de financement afin d'aider le Sud à gérer ce réchauffement climatique, ce changement climatique. On le disait, vous avez dirigé Jumia, c'est une start-up du e-commerce en Afrique. Que faut-il faire pour aider l'Afrique à franchir ce gouffre pour aller vers l'énergie verte et l'économie verte ? Oui, vous avez raison, c'est-à-dire que évidemment, nous, on doit faire tout notre possible pour faire le zéro carbone au niveau français et européen. Mais par contre, si on est tout seul à le faire, ça va pas changer grand-chose à l'état de la planète. Donc, il faut réussir à embarquer. Pour moi, la meilleure façon d'embarquer, c'est d'être exemplaire, pas qu'au niveau français, mais au niveau européen. Si au niveau européen, on arrive à montrer qu'on peut avoir des économies fortes, sans chômage, avec du progrès, et on arrive à faire le zéro carbone, c'est comme ça qu'on va embarquer la terre entière, et notamment les pays moins développés, qui ont parfois des sujets à traiter qui leur paraissent à eux plus prioritaire que la transition écologique. Mais il faudra faire une taxe, par exemple, sur les transactions financières ou le transport maritime, comme c'est déjà enclenché, pour financer tout cela ? Il faudra réfléchir. Il y a un sujet de financement. Aujourd'hui, on n'a pas la solution, et c'est pour ça d'ailleurs que nos dirigeants mondiaux se réunissent pour essayer de trouver une solution. Il faut qu'on prenne en compte une partie et qu'on finance, nous, une partie et qu'on aide les pays qui ont le plus de difficultés à le faire. Mais après, il faut qu'on trouve la bonne façon de financer au global. Mais la meilleure façon de financer, c'est qu'il y ait des économies qui soient robustes et qui se développent, qui créent de la richesse grâce à l'innovation et à la technologie. Et c'est comme ça qu'on finance la transition écologique. Alors l'innovation, c'est en partie chez vous, sur le plateau de Saclay. Le président de la République a annoncé récemment qu'il voulait un chat GPT français. Mais est-ce qu'on en a les moyens intellectuellement, technologiquement et financièrement ?
Parfaitement, mais plus que ça, parce que c'est effectivement important d'avoir un ChatGPT français, et je salue par exemple la start-up Mistral qui vient de lever 100 millions d'euros avec des talents exceptionnels et qui vont nous faire quelque chose de top. Mais ce que a voulu le président, c'est bien plus que ça. C'est que la France soit parmi les pays leaders de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, il faut pas en avoir peur. C'est un nouveau progrès, c'est une nouvelle technologie, comme on a mécanisé l'agriculture, comme on a fait les ordinateurs, comment on a fait Internet, ça va nous faire faire des gains de productivité et générer de la richesse d'une façon exceptionnelle. Ceux qui font ces calculs-là, par exemple, nous disent que à horizon de quelques années, au niveau mondial, ça va générer autant de richesse que ce que produit le Royaume-Uni en une année de richesse. Et donc, il faut absolument, non seulement qu'on soit embarqué dans ces innovations, mais il faut que la France soit parmi les leaders. Et on a les atouts, on a les meilleurs cerveaux pour ça. Je vous rappelle, effectivement, sur ma circonscription, on a l'université Paris-Saclay. Ouais. C'est la première université de mathématiques au monde. Et parfois, ils partent à l'étranger. Vous-même, vous avez étudié aux États-Unis, vous auriez pu y rester? Bien sûr. Alors, moi, j'ai fait l'école polytechnique et en dernière année de l'école polytechnique, on fait une école d'application. Effectivement, je l'ai fait aux États-Unis. Et vous avez dû avoir des offres là-bas, des tentations. Bien sûr. Je suis revenu, par contre, en France, juste derrière, mais j'ai des amis qui sont restés aux États-Unis. Et prenez le master MVA, qui est de l'université Paris-Saclay, qui est un des meilleurs masters au monde, sinon le meilleur en intelligence artificielle. Chaque étudiant qui sort de ce master sont payés des ponts d'or dans le monde entier pour faire l'intelligence artificielle. Donc ces cerveaux, on les a. Il faut qu'on arrive à les garder, bien sûr. Et pour ça, il y a le sujet du financement de nos startups. Vous avez remis au gouvernement un rapport sur le financement de l'innovation et de ces startups. Au salon Vivatech, le président a dévoilé un plan. C'était quand même un peu en deçà de vos ambitions. Alors moi, pas du tout, parce qu'il y a eu deux très bonnes nouvelles. La première, c'est 7 milliards d'euros qu'on prend en gros qu'on mobilise, pour lesquels on mobilise les assureurs pour investir dans nos startups et dans nos PME innovantes. Et deuxième annonce sur le financement qu'a fait le président de la République, il a annoncé la mesure phare du rapport que j'ai rendu effectivement à Vivatech au gouvernement la semaine dernière. C'est la mesure dite jeune entreprise, qui doit aider nos startups et nos PME innovantes sur 4 aspects. Pour embaucher, pour lever des fonds en mobilisant les particuliers, en leur donnant des incitations fiscales, pour les aider en trésorerie et pour les aider en accès à la commande publique. C'est-à-dire les 4 sujets d'inquiétude de nos entrepreneurs. On aide des dizaines de milliers de PME et de startups grâce à ce dispositif et on peut créer 100 000 emplois d'ici 2027. 100 000 emplois. C'est près de 10% de notre objectif de plein emploi parce que vous savez, on est aujourd'hui à 7,1% de chômage. Le plein emploi, c'est 5%. Il faut qu'on crée entre 1 million et 1 million d'emplois pour y arriver. On se bat aussi contre les GAFAM qui, elles, se moquent parfois un peu des cadres législatifs et fiscaux. Une loi sur la régulation du numérique est en cours de débat au Parlement. Mais enfin, on a l'impression que quand Elon Musk décide quelque chose, il s'en fiche des législations. Non, alors qu'il s'en fiche ou pas, j'ai envie de dire, c'est pas notre sujet. Le plus important, c'est que les entreprises qui possèdent, et notamment Twitter, soient dans les clous de la régulation européenne et française. Et on n'a pas toujours une guerre de retard ? Eh bien, il a réaffirmé récemment, notamment à son passage en France, que évidemment Twitter sera conforme à la régulation française européenne. Donc, j'espère que ce sera le cas. De toute façon, si ça n'était pas le cas, dans les règles européennes et les règles françaises qu'on va évidemment bien définir dans le cadre de ce projet de loi sur la sécurisation et la régulation de l'espace numérique, il y aura la capacité d'aller taper très fortement au portefeuille de ces grandes plateformes si jamais elles ne voulaient pas se conformer au droit français européen. On est unis au niveau européen sur ces sujets-là ? Oui, et il faut qu'on avance de plus en plus au niveau européen, et c'est au niveau européen qu'on peut avoir un vrai impact. Ces plateformes, elles sont mondiales, les grands géants du numérique, ils sont internationaux, et il faut évidemment que ce soit en européen qu'on mette des règles claires, et par contre qu'on prenne les sanctions quand ça marche pas. Le président de la République a fait un communiqué hier pour la fête de la musique, se réjouissant évidemment de cette fête, mais disant attention, les plateformes numériques, si vous jouez pas le jeu du financement de la musique, vous serez taxés. Il durcit le ton. Oui, c'est important. Vous savez qu'on a mis en place une législation qui fait que toute la production, au moins 20% du chiffre d'affaires, doit être mis dans de la production française. Vous savez, sur toute la production de séries, de cinématographiques. Je pense que c'est très important pour notre industrie culturelle en France. Et il faut que chacun joue le jeu.
Voilà, ce sont des plateformes qui sont mondiales. Elles ont beaucoup de succès auprès des Françaises et des Français. Mais par contre, il faut que nous, on joue notre carte. Et c'est aussi un enjeu de soft power. Et c'est important que les productions culturelles françaises soient sur ces plateformes et diffusées à travers le monde entier. Vous êtes parlementaire depuis 1 an. Est-ce que vous n'avez pas besoin, vous, parlementaire, d'un remaniement aujourd'hui pour relancer la dynamique de la décision? On sent que les ministres n'ont plus grand-chose à dire ni à faire. Non, alors je n'ai pas du tout le même sentiment que vous. Moi, je pense que la dynamique, elle est très forte. Regardez la feuille de route qu'a annoncée la Première ministre pour les mois qui suivent. Elle est extrêmement remplie. Il y a beaucoup de projets de loi qui vont arriver et qui sont en train d'arriver au Parlement sur le plein emploi, sur la justice, sur la sécurisation et la régulation de l'espace numérique. Avec des majorités possibles pour tout ça? Oui, regardez, ça fait 1 an qu'on a tous été élus. C'est le moment de faire le bilan. On a fait voter 50 lois. Une vingtaine de lois, je dirais, très importantes et politiques, une trentaine de lois techniques comme on a toujours. Chacune des lois qu'on voulait faire passer est passée. Chacune des lois qu'on voulait faire passer est passée. Et donc, il faut continuer comme ça, en tendant la main, comme on l'a fait depuis le début et on le fera de plus en plus, vers les oppositions raisonnables, les LR d'un côté, les écologistes et le Parti socialiste de l'autre. Elisabeth Borne a aussi annoncé que le permis de conduire pourrait se passer à 17 ans dès l'année prochaine. Ça peut changer quelque chose en Essonne, sur le plateau de Saclay, pour les jeunes? Bien sûr, d'abord je pense que c'est une excellente nouvelle que la Première ministre a annoncée sur ce permis à 17 ans. Vous voyez le vent de liberté que ça peut créer pour nos jeunes. Voilà, pour être plus autonome, pour être plus mobile, et notamment pour être plus mobile, pour accéder à des formations, pour faire de l'apprentissage ou pour trouver un job. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Encore faut-il qu'il y ait des inspecteurs auto-école, des formations auto-école. Oui, bien sûr. Et vous savez d'ailleurs, je mentionne aussi qu'elle a annoncé que l'aide de 500 € pour passer le permis qui était donnée aux apprentis, elle sera donnée aussi à tous les élèves en lycée professionnel. Et ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. Ça vous rend optimiste tout ça, l'attitude de cette jeunesse, des startups pour la France de l'avenir? Oui, moi ça me rend optimiste sur 2 champs. Le premier, c'est que maintenant, beaucoup de nos jeunes qui sortent d'école ou d'université, ils veulent devenir entrepreneurs et ils veulent créer des startups et des entreprises innovantes. Et ça, c'est génial parce que la création de richesse, elle passe par là. Mais je suis aussi optimiste sur un deuxième plan, c'est qu'ils veulent tous faire la transition écologique. Et beaucoup veulent faire d'ailleurs des startups et des PME dans la transition écologique. Et donc c'est comme ça qu'on va y arriver. Paul Midi, merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci messieurs, on retiendra, c'est par la science qu'on va réussir à atteindre le zéro carbone. On reconnaît le polytechnicien. Christophe, on se retrouve demain en compagnie de Jean-Pierre Chevènement, auteur de Refaire la France. À demain. Radio J, retrouvez le